la rupture éternelle de Rome, la naissance bouleversante de Byzance. Tu vois ce moment où tout ce que tu croyais solide commence soudainement à s'effondrer. Le sol se dérobe, et le monde que tu connaissais te paraît n'être plus qu'un souvenir d'une autre vie. C'est exactement ce qui est arrivé à l'Empire romain. Et crois-moi, ce n'était pas juste un petit ajustement politique. C'était une fracture si profonde qu'elle résonnerait à travers les siècles. Avant qu'on plonge dedans, laisse-moi juste dire, si tu aimes cette histoire, mets un petit « j'aime » objectif, 1000, et embarque avec moi dans l'un des tournants les plus spectaculaires de l'histoire. Vers la fin du IVe siècle, l'Empire romain était devenu immense, tellement immense en fait, qu'essayer de le diriger depuis une seule ville, c'était un peu comme tenter de maintenir debout un château de sable en pleine tempête. L'Empire s'étendait des collines verdoyantes de la Bretagne jusqu'au désert brûlant d'Égypte, rassemblant une mosaïque de peuples, de langues et d'ambitions capables de remplir une douzaine de vies. Le problème, ce n'était pas seulement la distance, c'était la complexité. Plus l'Empire grandissait, plus ses dirigeants se rendaient compte qu'il était peut-être tout simplement trop vaste pour un seul empereur. C'est là qu'entre en scène Dioclétien, l'homme qui voulut reprendre les rênes avant que l'Empire ne s'emballe. Et il n'y est pas allé doucement. Il a littéralement coupé l'Empire en deux, une moitié à l'est, une à l'ouest, chacune avec son propre empereur. Imagine un orchestre gigantesque complètement désaccordé. Dioclétien a juste décidé de donner la moitié à un chef à Rome et l'autre à un chef à Nicomédie. L'idée, c'était de retrouver un peu de stabilité, mais le résultat fut bien plus radical, une division permanente qui allait marquer le millénaire suivant. Puis arriva Constantin, un nom que tu connais sûrement, même si tes cours d'histoire te semblent loin. Il fit un geste que personne n'attendait. Il déplaça le centre du pouvoir vers l'est, dans une ville qui deviendrait légendaire, Constantinople. Ce choix n'était pas un hasard. Les provinces orientales étaient plus riches, plus faciles à défendre et plus dynamiques culturellement que celles de l'ouest. En déplaçant la capitale, Constantine donna en quelque sorte naissance à un nouvel empire à l'est, une Rome renaissante, installée ailleurs, avec de nouvelles priorités et un nouveau destin. Et c'est là que les choses deviennent fascinantes. Ce n'était pas qu'une décision politique, c'était un pari aux conséquences énormes. La séparation ne fut pas une rupture paisible. L'Occident sombra dans le chaos, les invasions et l'effondrement économique, tandis que l'Orient se transforma peu à peu en quelque chose d'extraordinaire. Un lieu où les traditions grecques et romaines s'entrechoquaient, où la politique et la religion se mêlaient d'une manière qui ferait pâlir les historiens, et où les empereurs exercèrent leur pouvoir avec une brillance éblouissante, ou une cruauté terrifiante. Et pourtant, malgré la division, l'idée de Rome ne mourut pas d'un coup. Les gens restaient attachés à son héritage, à ses symboles, à ses lois, même quand l'Empire d'Occident s'effondrait. Pendant ce temps, l'Empire d'Orient, ce que nous appelons aujourd'hui Byzance, commença à forger sa propre identité. C'était toujours Rome de nom, mais son caractère, sa culture et ses ambitions étaient devenus différents. Imagine une vieille demeure familiale rénovée de fond en comble. Elle semble neuve, mais chaque mur, chaque recoin garde encore l'écho du passé. Voilà Byzance, Rome ancienne, réinventée, mais unique en son genre. Et voici le secret. Comprendre cette séparation. Ce n'est pas seulement une affaire de politique ou de bataille. C'est une leçon sur la manière dont les civilisations évoluent, dont les idées voyagent, et dont l'histoire se tord parfois dans des directions inattendues. Ce premier geste audacieux, diviser l'Empire, a posé les bases de tout ce qui allait suivre. Les forteresses, les empereurs, l'Église, les lois et même la culture qui survivrait longtemps après la chute de Rome occidentale. Alors, en commençant ce voyage à travers l'Empire byzantin, souviens-toi, la naissance de Byzance n'a pas été un événement tranquille. C'était bruyant, dramatique et profondément transformateur, un séisme historique. Tout a commencé quand Rome, aussi grandiose soit-elle, n'a plus pu être contenue dans une seule ville, un seul empereur ou une seule vision. Si cette histoire t'a captivé ne serait-ce qu'un peu, vas-y, mets un « j'aime », on vise les 1000, pour donner de l'élan à la suite de ce voyage épique. Et crois-moi, les prochains chapitres, ils sont encore plus fous. Byzance, ce n'est pas juste de l'histoire. C'est une épopée d'ambition, de survie et de transformation qui te tiendra en haleine jusqu'au bout. L'ambition de Justinien, poursuivre la gloire de Rome à tout prix. Quand on entend le nom de Justinien, beaucoup imaginent un palais de marbre, des mosaïques dorées et un souverain plus ambitieux que prudent.
Mais l'histoire de Justinien, ce n'est pas seulement celle de la beauté et du faste, c'est celle d'une obsession, d'une détermination sans limite et d'une volonté farouche qui a remodelé un empire, laissant derrière elle à la fois des triomphes et des tragédies. On pourrait dire que Justinien était l'homme qui refusait d'accepter le monde tel qu'il était. Il le voulait tel qu'il l'imaginait, une Rome ressuscitée qui résonnerait à travers l'histoire. Et, oh oui, il était prêt à payer presque n'importe quel prix pour y parvenir. Né dans un petit village de ce qu'on appelle aujourd'hui la Macédoine, Justinien n'était pas destiné au trône. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Son oncle Justin s'était élevé dans les rangs de l'armée jusqu'à devenir empereur, et il avait remarqué chez le jeune Justinien une intelligence vive, une ambition féroce et une volonté presque effrayante. Quand Justinien monta sur le trône au début du VIe siècle, il ne se contenta pas de maintenir l'empire. Il voulait l'agrandir, lui redonner sa gloire passée et laisser une trace qui éclipsait tous ses prédécesseurs. Et soyons honnêtes, une telle ambition n'allait pas sans controverse. L'une des premières obsessions de Justinien fut la loi. En observant le patchwork de codes juridiques dispersés dans tout l'Empire, il pensa « c'est le chaos, ce n'est pas digne de la grandeur de Rome ». Alors il ordonna la création de ce qui deviendrait le Code Justinien, une vaste compilation et réforme des lois romaines. Aujourd'hui, certains y voient un chef-d'œuvre juridique qui a influencé l'Europe pendant des siècles. Mais à l'époque, il n'était pas universellement admiré. Le Code renforçait la hiérarchie et l'autorité, souvent au détriment des femmes et des classes populaires. C'était le pouvoir mis sur le papier, et Justinien s'en servit sans scrupule pour modeler la société selon sa vision. Et puis, il y avait son ambition militaire. Justinien rêvait de reconquérir les territoires occidentaux tombés hors des mains romaines. L'Afrique du Nord, l'Italie, une partie de l'Espagne, il les voulait toutes. Des généraux comme Bélisaire et Narsès furent les instruments de sa vision, menant des campagnes brillantes, sanglantes et épuisantes. Les villes changeaient de main, les empires se redessinaient, et les enjeux étaient colossaux. Chaque victoire brillait du feu de la gloire que Justinien convoitait, mais chaque campagne vidait le trésor impérial, épuisait le peuple et laissait la destruction derrière elle. L'ambition, finalement, a un prix, parfois trop lourd pour une ville, même pour un empire. Pendant ce temps, à Constantinople, Justinien n'était pas qu'un stratège lointain, c'était un souverain obsédé par le symbole. La Sainte Sophie, la grande église qui émerveillerait le monde pendant des siècles, fut construite sous son règne. Ce n'était pas qu'un édifice, c'était une déclaration. La Byzance de Justinien était la nouvelle Rome, inégalée en puissance et en splendeur. Chaque dôme, chaque mosaïque, chaque détail doré criait l'ambition, tout en masquant les tensions sociales qui bouillonnaient sous la surface. Le peuple croulait sous les impôts, les rébellions éclataient, et la famine et les maladies menacèrent la société même que Justinien voulait immortaliser. Et puis, il y avait Théodora, sa femme, qui partageait et façonnait son ambition d'une manière que peu pouvaient imaginer. Elle n'était pas seulement sa compagne, elle était stratège, confidente, et parfois la voix qui le guidait ou le retenait. Son influence l'aida à surmonter des crises, politiques, religieuses, sociales, souvent entre désastre et triomphe. En vérité, l'Empire portait la marque de leurs deux ambitions entremêlées. À la fin du règne de Justinien, l'Empire atteignit des sommets incroyables et des abîmes terrifiants. Les frontières s'étaient étendues, les lois codifiées, et Constantinople brillait comme jamais. Mais le prix fut immense, d'innombrables vies perdues dans les guerres, des villes ravagées et un peuple à bout de force. Sa vision d'une Rome renaissante fut à la fois magnifique et tragique, rappelant que l'ambition peut bâtir des merveilles ou détruire des civilisations entières. Alors, quand vous pensez à Justinien, souvenez-vous de ceci. C'était un homme poursuivant un rêve impossible, un souverain dont la portée dépassait parfois la prise, et une figure dont la volonté a façonné l'histoire d'une manière qui résonne encore aujourd'hui. Mais souvenez-vous aussi qu'à chaque triomphe se cachait une ombre de sacrifice, un équilibre fragile entre gloire et ruine, une histoire qui nous rappelle combien l'ambition peut être à la fois dangereuse et irrésistible. L'empire de Justinien était éblouissant, mais jamais simple. Ce qui allait suivre, ses successeurs, les défis et les ennemis au-delà des frontières, mettraient à l'épreuve les fondations qu'il avait bâties avec tant d'acharnement, et les conséquences de son obsession résonnèrent dans Byzance pendant des siècles. La peste qui faillit détruire Byzance,
Peu d'événements dans l'histoire montrent à quel point même les plus puissants empires peuvent être fragiles, et l'histoire de la grande peste de Byzance en est un exemple parfait. Une année, la ville débordait de vie. Les rues grouillaient de marchands, les temples résonnèrent de prières, et les grands marchés de Constantinople regorgeaient de marchandises venues des 4 coins du monde connu. L'année suivante, une force invisible commença à se glisser dans la ville, silencieuse, implacable, sans pitié. Personne ne la vit venir. Les gens ne remarquèrent que la maladie soudaine, les étranges enflures, la fatigue écrasante et le nombre de morts qui ne cessait d'augmenter. Ce n'était pas une épidémie mineure, c'était une catastrophe que les historiens appellent la peste de Justinien, du nom de l'empereur régnant à cette époque. Vers l'an 547, la peste se propagea à travers l'empire byzantin comme un incendie. Les navires la transportaient de port en port, les marchands la portaient sans le savoir dans les rues, et bientôt, la capitale, pourtant protégée par les puissants murs théodosiens, se retrouva vulnérable d'une manière qu'aucune armée n'aurait pu provoquer. Les murs de pierre pouvaient repousser les épées et les flèches, mais ils étaient inutiles contre un ennemi mesuré en germes. La société byzantine fut ébranlée jusqu'à sa base. Des quartiers entiers se vidèrent à mesure que les familles succombaient, et le nombre de morts à Constantinople aurait atteint des dizaines de milliers. Citoyens, prêtres, même soldats tombèrent, les marchés fermèrent. Le commerce ralentit au point de presque s'arrêter, menaçant la richesse et la prospérité que la ville avait mis des siècles à bâtir. Certains historiens estiment que la peste aurait tué près de la moitié de la population de la Méditerranée orientale en quelques années. Imaginez un empire prospère, soudain forcé d'affronter la mort à une échelle telle que même les empereurs en tremblaient. Ce qui rendait cette peste particulièrement terrifiante, ce n'était pas seulement son ampleur, mais son imprévisibilité. Personne ne pouvait dire qui vivrait et qui mourrait. Certaines familles furent entièrement décimées, d'autres restèrent miraculeusement épargnées. Des armées entières furent affaiblies, ce qui changea le cours des batailles et de la politique pendant des décennies. Les frontières de l'Empire, autrefois défendues par des généraux légendaires et des stratèges rusés, dépendaient désormais de la chance face à un envahisseur microscopique. Et sur le plan psychologique, les gens commencèrent à douter non seulement de leur foi, mais aussi de leurs dirigeants. Comment un empereur pouvait-il diriger une armée si la maladie tuait ses soldats plus vite que l'ennemi? Comment une ville pouvait-elle survivre quand le cœur même de sa vie, son peuple, s'effondrait? Les connaissances médicales de l'époque étaient assez limitées. Les médecins essayèrent tout, encens, prières, régimes étranges, isolement. Mais la peste se riait de l'ingéniosité humaine. Certains se tournèrent vers la superstition, y voyant un châtiment divin, tandis que d'autres fuyaient à la campagne, propageant encore davantage la maladie. L'économie chancela, les champs restaient sans soin, les navires de commerce immobiles dans les ports, et les impôts s'effondraient. Même Justinien lui-même aurait été malade, bien qu'il ait survécu, affaibli physiquement, mais plus conscient que jamais de la fragilité de son empire. Malgré tout cela, Byzance survécut. Les villes se relevèrent lentement, les routes commerciales rouvrirent, et une nouvelle génération reconstruisit ce qui avait été perdu. La peste transforma l'Empire, politiquement et socialement, influençant tout, de la stratégie militaire à la planification urbaine. Les dirigeants comprirent que même les fortifications les plus solides, comme les murs théodosiens, ne pouvaient protéger contre les menaces invisibles. Les historiens attribuent souvent la résilience de l'Empire durant ces années à sa solide administration, qui lui permit de survivre à un chaos qui aurait anéanti d'autres civilisations. Fait intéressant, la peste eut aussi un impact durable sur l'Europe et la Méditerranée. Elle affaiblit le pouvoir byzantin dans certaines régions, favorisant indirectement la montée d'autres royaumes et empires, tout en montrant à quel point le monde était déjà interconnecté par le commerce et les voyages. L'histoire de Byzance et de la peste nous rappelle que l'histoire n'est pas faite seulement de rois et d'armées, mais aussi de forces invisibles capables de changer le destin de millions de vies en quelques mois. Lorsque la vague de mort finit par s'apaiser, l'Empire avait appris une dure leçon. La richesse, les murs et les armées pouvaient le protéger contre beaucoup de dangers. Mais parfois, la survie dépendait de l'endurance, de l'adaptation et de la volonté pure de continuer. La peste de Justinien fut un maître cruel, laissant des cicatrices qui résonnèrent pendant des générations, marquant l'armée, l'économie et même la culture de l'Empire. Et bien qu'elle n'ait pas mis fin à Byzance,
elle prouva à quel point même la plus puissante des cités pouvait être fragile. Cet ennemi invisible épargna peut-être les murs de l'Empire, mais il humilia un empire qui se croyait presque intouchable. Et pourtant, malgré l'horreur, Byzance survécut, préparant le terrain pour des dirigeants comme Justinien, prêts à accomplir des exploits d'ambition que nous découvrirons au chapitre suivant. Creuset culturel ou choc chaotique, Byzance entre l'Orient et l'Occident. Entrer dans Constantinople à l'apogée de Byzance, et c'est comme marcher dans un monde où le soleil ne se couche jamais sur le commerce, les idées et les intrigues. On entend les langues se mêler dans les marchés, on voit des marchands d'Alexandrie négocier avec des commerçants de Venise, et l'on sent les épices venues d'Inde se mélanger au parfum du pain chaud sortant des fours de la ville. Byzance n'était pas simplement une cité, c'était un carrefour, l'endroit où l'Orient et l'Occident se rencontraient, et parfois s'entrechoquaient. La position de l'Empire rendait cela inévitable. Située sur le Bosphore, reliant l'Europe à l'Asie, Byzance contrôlait les routes commerciales, les armées et la diplomatie. C'était la richesse et les opportunités enveloppées dans un écrin de coupoles dorées et de rues de marbre. Mais cette position privilégiée était aussi un chaudron sous pression. Ici, les traditions romaines rencontrèrent la philosophie grecque. La foi chrétienne se heurtait aux vestiges du paganisme. Et plus tard, les puissances islamiques pressaient aux frontières. Chaque aspect de la vie reflétait un mélange ou un conflit de cultures. À l'intérieur du palais, les choses étaient tout aussi complexes. Les empereurs byzantins devaient parler la langue des deux mondes. Ils adoptaient le droit romain, l'éducation grecque et la foi chrétienne, tout en empruntant parfois des rituels à la Perse, à l'Égypte ou à des terres encore plus lointaines. La cour était un théâtre de cérémonies, de diplomatie et de jeux subtils de pouvoir, où un simple geste ou un vêtement pouvait signifier alliance ou hostilité. Les Byzantins apprirent très tôt que survivre ici signifiait naviguer entre couches d'identité, de loyauté et d'attente. La religion ajoutait une autre dimension de tension. L'Empire était chrétien, mais sa proximité avec les philosophies orthodoxes, catholiques et orientales engendrait des débats constants, parfois violents. Les églises et les monastères n'étaient pas seulement des lieux sacrés, ils étaient aussi des centres d'influence politique. Les icônes, les reliques et les rituels pouvaient susciter la ferveur comme la fureur, comme on le verra plus tard lors des guerres iconoclastes. La richesse culturelle de Byzance allait toujours de pair avec son instabilité. Chaque fête, chaque procession, chaque débat reflétait à la fois l'unité et la tension sous-jacente. Le commerce et la richesse amplifièrent ce mélange. Des navires venus de Venise, de Gênes et de Constantinople elle-même remplissèrent le port de soie, d'épices, d'or et d'idées. Artisans, érudits et marchands apportèrent leurs coutumes et leurs croyances, enrichissant la vie urbaine mais introduisant aussi la compétition et les conflits. Les quartiers se formèrent souvent selon des lignes ethniques ou linguistiques, créant des communautés à la fois dynamiques et repliées sur elles-mêmes. Chaque étal de marché pouvait faire naître l'amitié ou la rivalité, la coopération ou la trahison. Byzance était vibrante, mais constamment sous tension. Même la vie quotidienne reflétait cet équilibre fragile. La nourriture, la mode et l'art étaient empruntés, adaptés, réinventés. Une noble pouvait porter de la soie venue de Chine et des bijoux venus des Balkans. Un érudit lisait la philosophie grecque tout en débattant de théologie influencée par l'Égypte ou la Syrie. Musique, danse et littérature fusionnaient des styles pour créer quelque chose d'unique, le caractère byzantin. Et pourtant, sous la surface, la friction restait latente, prête à s'enflammer. Et ce n'était pas seulement culturel, c'était aussi politique. Les empereurs de Byzance devaient sans cesse négocier entre puissances orientales et occidentales, équilibrant les alliances avec Rome, la Perse, puis les califats islamiques montants. Chaque traité, chaque mariage, chaque ambassade faisait partie d'un jeu complexe pouvant soit renforcer l'Empire, soit semer la discorde. La longévité de l'Empire dépendait de ces équilibres subtils, et l'histoire montre combien il suffisait d'un rien pour que tout se défasse. Ce qui rend l'histoire de Byzance inoubliable, c'est cette contradiction, incroyablement stable, et pourtant perpétuellement instable. La ville prospérait grâce à ses connexions, à sa diversité et à sa capacité à absorber les influences venues de tous horizons. Mais ces mêmes connexions engendraient rivalité, vulnérabilité et crise, prêtes à éclater au moindre faux pas. Comprendre Byzance, c'est accepter cette dualité, sa faculté à créer beauté, foi et culture,
tout en nourrissant chaos, intrigue et parfois violence. Byzance n'était pas qu'un pont entre continents, c'était un pont entre civilisations, un lieu où les idées se heurtaient, fusionnaient ou explosaient. L'Empire était une expérience vivante de coexistence, prouvant que la diversité peut engendrer la grandeur, mais aussi la tension. Et c'est cette tension qui nous captive encore aujourd'hui. Byzance nous rappelle qu'être au carrefour du monde est aussi dangereux qu'exaltant, aussi chaotique que créatif. Son héritage, à la fois tumultueux et magnifique, continue de façonner notre vision de l'Orient, de l'Occident et du dialogue sans fin entre les deux. La Renaissance macédonienne, un âge d'or né de l'intrigue. Il y a une magie étrange dans les périodes où les empires renaissent de leurs cendres, et la Renaissance macédonienne de Byzance en est un parfait exemple. Imaginez un monde qui se relève de la peste, des invasions et de l'instabilité politique. Beaucoup s'attendaient à ce que l'Empire romain d'Orient sombre dans l'oubli, mais au lieu de cela, il entra dans un âge d'or, une époque d'art, de savoir et de puissance qui semblait écrite par le destin. Et au cœur de cette renaissance se trouvaient des souverains aussi rusés qu'ambitieux, forgeant un héritage qui résonnerait pendant des siècles. L'histoire commence au IXe siècle, lorsque Byzance, après avoir survécu à d'innombrables crises, était meurtrie mais debout. Ses frontières s'étaient fragiles, son économie chancelante, et son peuple épuisé par les attaques arabes, bulgares et autres. De ce chaos surgit la dynastie macédonienne, inaugurée par Basile Ier, un homme d'origine humble mais d'ambition colossale. Il n'était pas né au pouvoir, il s'y hissa, manœuvrant dans les couloirs du palais grâce à un mélange de charme, de ruse et parfois d'une impitoyable détermination. Son ascension relève presque de la légende, rappelant que, dans Constantinople, l'intrigue n'était pas un décor, mais le moteur même de l'histoire. Sous Basile et ses successeurs, l'Empire connut un véritable renouveau. Les campagnes militaires élargirent les frontières, reprirent des territoires perdus et repoussèrent les envahisseurs. Mais le renouveau ne se limitait pas aux champs de bataille. L'art, l'architecture et le savoir connurent un essor sans précédent. Les manuscrits enluminés brillaient de couleurs vives. Les historiens rédigeaient les chroniques impériales avec fierté, et les érudits préservaient les textes antiques menacés par le temps. La Renaissance macédonienne fut, à bien des égards, une résurgence culturelle portée par la stratégie politique. Chaque victoire, chaque manœuvre diplomatique renforçait le sentiment que Byzance ne survivait pas seulement, elle s'affirmait avec éclat. La religion et l'éducation jouèrent un rôle central. Les monastères devinrent des foyers de savoir, où débats théologiques et innovations artistiques allaient de pair. Les dirigeants comprirent que la suprématie culturelle valait autant que la domination militaire. Soutenir les arts, c'était exercer le pouvoir, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Empire. Ainsi, la Renaissance macédonienne fut un âge d'or soigneusement construit, une symphonie orchestrée d'influence, de prestige et d'intelligence. Mais derrière la splendeur se cachèrent les ombres de la cour. La succession n'était jamais assurée, et la politique impériale restait un jeu dangereux. Les assassinats, alliances et trahisons décidèrent souvent du trône. Ce climat d'incertitude forgea pourtant des dirigeants vifs, stratèges et prudents. La même ruse qui pouvait détruire un rival alimentait aussi la créativité, l'expansion et le mécénat artistique. Les souverains macédoniens transformèrent cette atmosphère d'intrigue en un terrain d'épreuve pour le génie. Sur le plan économique, l'Empire prospéra. Les routes commerciales reliaient la Méditerranée et la mer Noire, connectant Constantinople à l'Europe, à l'Afrique du Nord et à l'Orient. Les marchés débordèrent de soie, d'épices et de métaux précieux, et cette richesse permit de financer des projets monumentaux. Églises, forteresses et bâtiments publics s'élevèrent à travers l'Empire, symboles non seulement de puissance, mais aussi de vision. Sous la dynastie macédonienne, Byzance devint un phare de civilisation dans un monde encore marqué par le chaos, prouvant que la créativité et l'ambition humaine pouvaient rebâtir la grandeur. Ce qui rend cette ère si fascinante, c'est qu'elle posa les fondations de défis et de triomphes futurs. Les bases culturelles établies pendant la Renaissance macédonienne influencèrent les débats religieux, les réformes juridiques et les innovations artistiques des siècles suivants. Même lorsque les guerres et les crises revinrent, cette période resta un témoignage éclatant de la résilience et de l'adaptabilité de Byzance. L'Empire n'était pas figé, il se réinventait sans cesse, mêlant intelligence, foi et ambition pour façonner une civilisation qui semblait éternelle.
À son apogée, Constantinople était devenue un centre d'influence sans égal dans le monde médiéval. Savants, artistes et diplomates affluaient vers la capitale, fascinés par ses réussites et parfois intimidés par la finesse de ses dirigeants. La Renaissance macédonienne ne fut pas seulement un renouveau culturel, elle fut la preuve que Byzance pouvait transformer l'adversité en opportunité, faisant de la crise le moteur même de sa grandeur. En fin de compte, cette période nous rappelle que l'histoire ne se forge pas uniquement à travers les batailles ou les empereurs, mais aussi par la vision, la stratégie et parfois une ambition impitoyable. La Renaissance macédonienne montre qu'un âge d'or peut naître de l'intrigue, que la brillance marche souvent main dans la main avec la ruse, et que l'histoire de Byzance, bien avant ses trahisons et ses épreuves, était déjà une œuvre d'art en mouvement. Menace ottomane, l'empire montant qui traquait Byzance. À la fin du Moyen Âge, Byzance n'était plus la forteresse invincible d'autrefois. Ses murs tenaient encore, ses traditions persistaient, mais le monde autour d'elle avait changé. De l'Est surgissait une nouvelle puissance, farouche, ambitieuse et implacable, les Ottomans. Contrairement aux envahisseurs du passé, ce n'étaient pas de simples pillards ou des princes rivaux. C'était un empire en plein essor, traquant Byzance comme un prédateur sûr de sa proie, porteur d'une vision qui allait redessiner la carte du monde. Les Ottomans étaient partis de peu, un regroupement de tribus turques en Anatolie, mais leur ascension reposait sur une combinaison d'ambition, de stratégie et d'intelligence politique. Sous des chefs comme Osman et Orhan, ils étendirent rapidement leur territoire, forgeant des alliances, intégrant les peuples conquis, construisant des routes et des villes. Ils ne se contentèrent pas de détruire, ils construisaient pour durer. Chaque victoire n'était pas seulement une conquête, mais un message. Le temps de Byzance touchait à sa fin. Ce qui rendait les Ottomans si redoutables, c'était leur maîtrise de la guerre, leur discipline et leur diplomatie rusée. Ils créèrent une cavalerie d'élite, les Sipahis, une infanterie professionnelle, les janissaires, et plus tard, des canons gigantesques capables de réduire en poussière les murailles les plus puissantes. Byzance avait survécu aux Huns, aux Perses et aux croisés, mais les Ottomans représentèrent une menace nouvelle, une expansion méthodique, rapide et implacable. À Constantinople, la peur devait être constante. Chaque année, l'ombre ottomane se rapprochait. À la cour impériale, on débattait d'alliances, de réformes militaires ou d'appels à l'aide adressés à l'Occident. Mais ces solutions étaient toujours complexes. L'aide occidentale venait avec des conditions politiques et religieuses que Byzance ne pouvait guère accepter. Pendant ce temps, les ressources s'épuisaient, la population déclinait, et chaque décision devenait une question de survie. La menace ottomane n'était pas seulement militaire, elle était psychologique. Constantinople, jadis la reine des cités, vivait sous une ombre permanente. Le commerce s'effondrait, les villages voisins étaient absorbés par les Ottomans, et la vie quotidienne était rythmée par les rumeurs de guerre. Les parents mettaient en garde leurs enfants contre les Turcs, les marchands craignirent de voyager, et même les artistes et les prêtres ressentirent cette angoisse diffuse. Mais les Ottomans n'étaient pas que des conquérants brutaux. Ils étaient passés maîtres dans l'art de l'intimidation et de la diplomatie dissimulée. Leurs émissaires venaient avec des paroles polies, mais des exigences menaçantes. Leurs cadeaux cachèrent des avertissements, et leurs éclaireurs cartographiaient chaque forteresse avec précision. Chaque geste visait à miner la confiance de l'ennemi. Sur le plan économique, leur avance étranglait peu à peu Byzance. Les routes commerciales vers la mer Noire et la route de la soie passaient désormais sous contrôle ottoman. Le grand marché de Constantinople, autrefois foisonnant, s'appauvrissait. Les taxes augmentaient, les caravanes étaient ralenties et la richesse s'évaporait. L'isolement économique affaiblissait autant que les guerres, et l'Occident, lui, restait distant. L'Europe, épuisée par la guerre de 100 ans et ses propres querelles, ne pouvait offrir qu'une aide symbolique. Byzance, jadis centre du monde, se retrouvait seule. Les Ottomans, eux, avançaient avec unité, conviction et patience. L'Empire byzantin ressemblait de plus en plus à une flamme vacillante, éclairant un monde qui ne lui appartenait plus. Pour les habitants, cette époque fut celle de la peur et de la fierté mêlées. Peur d'un ennemi irrésistible, mais fierté d'appartenir à une cité qui avait défié les siècles. Les prêtres priaient, les artisans travaillaient, les soldats guettaient, chacun conscient que le monde autour d'eux basculait. Lorsque les armées ottomanes furent enfin prêtes à frapper, le sort de Byzance était déjà écrit depuis longtemps. Ce n'était plus seulement une guerre, c'était le choc de deux époques. Byzance, dernier bastion de l'héritage romain,
faisait face à l'avenir incarné par les Ottomans. La montée des Ottomans ne mit pas seulement fin à un empire, elle transforma le monde, elle força Byzance à s'adapter, à inventer, à lutter jusqu'au bout. Et même si les murs de Constantinople à l'est étaient bientôt tombés, l'esprit de résistance et la grandeur de cette lutte continueraient de résonner à travers les siècles. Constantinople, la ville qui ne tomberait jamais, ou presque. Il existe une ville qui a semblé intouchable pendant plus d'un millénaire, un endroit où les murailles étaient plus épaisses que la plupart des châteaux, et où l'ambition était aussi profonde que ses ports. Constantinople. Rien que prononcer son nom évoque sa grandeur, sa puissance, cette aura presque magique de résistance face au temps et à la guerre. Mais voilà le paradoxe. Malgré sa réputation, une question hantait aussi bien les empereurs que les envahisseurs. Pouvait-elle vraiment durer pour toujours ? Tout commence par son emplacement. Posée sur une fine bande de terre entre l'Europe et l'Asie, là où la Corne d'Or rencontre le Bosphore, Constantinople était bien plus qu'une ville, c'était le carrefour du monde. Marchands, soldats et espions franchissaient sans cesse ses portes, apportant richesse, idées et dangers. C'était une ville de spectacle, des marchés immenses, des coupoles étincelantes, des rues bruissant de voix dans des dizaines de langues. Mais cette beauté avait un prix, la vigilance éternelle, un seul point faible, un seul moment d'inattention, et même cette cité des rêves pouvait s'écrouler. Et puis, il y avait les murailles. Ah, les murailles! Des couches entières de pierres et de briques s'étendant sur des kilomètres, percées de tours dressées comme des sentinelles prêtes à écraser quiconque tenterait de les escalader. On les appelait les murailles théodosiennes, et elles inspirèrent la terreur pendant des siècles. Machines de siège, flèches enflammées, vagues d'assaut, rien ne les franchissait. Et pour ceux qui pensaient attaquer par la mer, la ville avait prévu le coup. D'immenses chaînes barraient le port et une flotte redoutable veillait sur ses eaux. Franchement, c'était le genre de cité qui faisait hésiter les généraux les plus téméraires. Mais ce qui rendait Constantinople vraiment exceptionnelle, ce n'était pas seulement ses murs ou ses défenses, c'était sa capacité à s'adapter. Encore et encore, les empereurs et les habitants réinventaient leur ville. Ils reconstruisaient les quartiers après les incendies, renforçaient les portes après les attaques et transformaient même les catastrophes en démonstrations de puissance. Et puis, il y régnait une vraie culture de la ruse. Espions, éclaireurs et informateurs travaillaient sans relâche pour que rien ne surprenne la cité. C'était un organisme vivant, toujours sur ses gardes, toujours en mouvement. Malgré tout cela, la légende de Constantinople grandissait, car elle n'était pas seulement une forteresse, elle était un symbole. Pour les Byzantins, c'était le cœur éternel de l'Empire romain. Pour les étrangers, c'était le trophée suprême, celui que tous rêvaient de conquérir mais que peu pouvaient garder. On racontait les histoires d'empereurs contemplant la ville depuis les hauteurs de Sainte-Sophie, de marchés débordant de soie et d'épices, d'armées échouant lamentablement à ses portes, des récits devenus mythes, nourrissant son aura d'invincibilité. Et pourtant, même les mythes ont leurs fissures. Au fil des siècles, Constantinople fut harcelée sans relâche. Invasions perses, arabes, bulgares, normandes, révoltes internes et tensions permanentes entre Orient et Occident. Ces souverains devaient autant maîtriser la diplomatie que l'art de la guerre, acheter la paix, négocier, trahir parfois. Et souvent, tout semblait sur le point de s'effondrer. Incendie, épidémie, trahison. Les habitants savaillaient la vérité. La survie n'était jamais acquise, même si le monde voulait croire le contraire. C'est facile de romantiser une ville qui a tenu si longtemps, mais la vraie leçon de Constantinople, ce n'est pas seulement sa splendeur, c'est sa résilience. Elle a montré au monde que les murs, aussi solides soient-ils, ne suffisent pas à protéger une civilisation. Ce sont les gens, la culture, l'intelligence et la vigilance qui la maintiennent debout. Et c'est cette tension, entre invincibilité apparente et menace constante, qui rend son histoire si fascinante. Au bout du compte, Constantinople devint bien plus qu'une ville, elle devint une légende, une énigme pour les empereurs comme pour les conquérants. Une question suspendue, une cité peut-elle vraiment être éternelle? Peut-elle résister à tout? Les réponses viendraient lentement, au fil des siècles, à travers victoires et désastres, couche après couche, comme les pierres de ces murailles. Et à mesure qu'on poursuit notre voyage dans l'histoire de Byzance, on comprend que le destin de Constantinople n'était pas seulement une affaire de batailles ou de murs, mais celui d'un empire luttant pour rester uni,
tandis que le monde changeait autour de lui. Et même aujourd'hui, devenue Istanbul, elle garde l'écho de ces siècles. Preuve que, si aucune ville n'est vraiment intouchable, certaines continuent malgré tout de défier le temps. Constantin le Grand, façonneur d'empire ou chercheur de pouvoir impitoyable, il est né du chaos d'un empire en ruine, un homme capable de séduire, de manœuvrer et, quand il le fallait, d'écraser quiconque se dressait sur sa route. Certains le voient comme le sauveur de Rome, d'autres murmurent qu'il n'était qu'un ambitieux insatiable, prêt à tout pour le pouvoir. Constantin le Grand n'était pas un empereur comme les autres. C'est lui qui a changé la forme même de l'histoire, même si la façon dont il l'a fait reste sujette à débat. Dès le départ, sa vie fut un enchevêtrement d'ambitions. Né dans le monde instable de la fin du IIIe siècle, Constantin fut plongé dans la politique presque dès l'enfance. Son père était un puissant chef militaire, et les couloirs du pouvoir ressemblaient plus à un champ de bataille qu'à un terrain de jeu. Très jeune, il comprit que la loyauté était fragile et que le pouvoir se gagnait à la pointe de l'épée. À l'adolescence déjà, il avait vu des cousins, des alliés, et même des rivaux de son père s'élever et s'effondrer comme des flammes dans la tempête. Et lui, il s'éleva. Mais sa réussite ne reposait pas seulement sur la force brute. Constantin possédait une capacité incroyable à lire les gens, à transformer ses ennemis en alliés, et ses alliés en instruments de son ambition. À la mort de son père, il ne s'attarda pas dans le deuil. Il navigua dans les guerres civiles, intriguant, négociant, et parfois laissant l'épée trancher à sa place. Chaque victoire, chaque manœuvre politique étendait son influence, jusqu'à faire de lui le maître incontesté de l'Empire romain d'Occident. Mais il ne comptait pas s'arrêter là. Ses yeux étaient tournés vers l'Orient, vers une vision capable de remodeler tout l'Empire. Et si vous pensez que cette histoire n'est faite que de batailles et de politique, vous n'en voyez qu'une partie. L'héritage de Constantin dépasse largement le champ de bataille. Il fit un choix qui stupéfia le monde, embrasser le christianisme, à une époque où cette foi était encore pourchassée et persécutée. Ce geste unique allait traverser les siècles, bouleversant la foi, la culture et la gouvernance. Rome cessa soudain d'être un empire païen. Elle devint la scène d'une nouvelle expérience spirituelle et politique, avec Constantin en son centre. Était-ce une question de foi ou un coup de génie politique? Les historiens en débattent sans fin. D'un côté, cette conversion apporta la stabilité, une force unificatrice à un empire fragmenté. De l'autre, elle donna à Constantin une justification morale et divine à son règne, un bouclier contre la dissidence et un moyen d'ancrer son autorité. Même ses décisions architecturales les plus grandioses, comme la fondation de Constantinople, reflètent cette dualité. Il fit bâtir une cité capable de rivaliser avec Rome, stratégiquement placée pour dominer le commerce, la politique et les routes militaires. Il la remplit de splendeurs destinées à éblouir les alliés et intimider les ennemis. On devine presque le calcul derrière chaque aqueduc, chaque palais, chaque muraille. Constantin ne façonnait pas seulement un empire géographiquement, il en modelait l'identité, laissant une empreinte qui durerait 1000 ans. Mais le pouvoir projette toujours une ombre. Si les réformes et la vision de Constantin sont célébrées, elles furent souvent imposées avec une implacable rigueur. Ses rivaux ne se contentaient pas de s'écarter, ils disparaissaient. Membres de sa famille, prétendants potentiels, opposants politiques. Beaucoup connurent l'exil, la prison ou la mort. Cette cruauté latente nourrit encore aujourd'hui les débats entre historiens. Était-il un visionnaire ou simplement un joueur redoutable dans une arène mortelle? En réalité, il était les deux, un homme dont le génie et la brutalité étaient indissociables. Et c'est cette tension qui le rend si fascinant. Constantin a changé le cours de l'histoire sans jamais demander la permission, pliant les traditions, la religion et la politique à sa volonté. Il était stratégique, charismatique, pieux ou opportuniste, selon qui en parle. C'était un homme capable d'inspirer des armées, de transformer un empire tout en laissant derrière lui une trace de peur. Ce paradoxe est ce qui nous pousse encore à parler de lui des siècles plus tard. Le bâtisseur d'empire qui pouvait être un impitoyable chercheur de pouvoir, le saint qui savait aussi manœuvrer dans l'ombre. Lorsqu'il quitta ce monde, l'empire qu'il avait combattu pour préserver était méconnaissable, transformé comme l'histoire elle-même. Constantinople s'éleva, le christianisme s'épanouit, et l'écho de son ambition résonna à travers les générations. Mais si l'on regarde au-delà du mythe, on voit plus qu'un empereur, on voit une force de la nature capable d'inspirer, d'effrayer et de changer à jamais le monde. Constantin le Grand ne fit pas seulement partie de l'histoire, il fut l'histoire en mouvement,
Et la question reste ouverte. Était-ce du génie ou une détermination impitoyable? Peut-être les deux, et c'est bien cela qui le rend inoubliable. Les murailles théodosiennes, la forteresse qui défia les envahisseurs pendant des siècles. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il faudrait pour rendre une ville vraiment intouchable? Pas seulement riche ou célèbre, mais totalement imprenable. Un lieu où même les armées les plus déterminées hésitent à frapper à la porte? C'est exactement ce que les murailles théodosiennes ont fait pour Constantinople. S'étendant sur plusieurs kilomètres, empilées comme les couches d'un oignon défensif, elles n'étaient pas que de la pierre. Elles étaient un symbole. Chaque brique, chaque tour semblait murmurer « Tu ne passeras pas ». Et pendant plus d'un millénaire, elles tinrent presque toujours parole. Quand l'empereur Théodose II en ordonna la construction au début du Ve siècle, le monde romain était en plein chaos. Les invasions barbares avaient secoué l'Empire d'Occident jusqu'à ses fondations. Des villes tombaient, des armées se dissolvaient, mais Constantinople, le nouveau joyau de l'Orient, devait résister. Les murailles théodosiennes n'étaient pas une simple réaction. C'était une déclaration, un cri d'endurance proclamant que Byzance tiendrait là où Rome avait échoué. Elles s'étendaient sur plus de 8 kilomètres, avec des doubles remparts, un fossé et des centaines de tours conçues pour les archers et les catapultes. Même les redoutables machines de siège se brisaient souvent contre ces défenses. Ce qui rendait ces murs vraiment extraordinaires, ce n'était pas seulement leur taille, mais leur ingéniosité. Le mur extérieur absorbait le premier choc, ralentissant l'ennemi, tandis que le mur intérieur, plus haut, offrait aux défenseurs une vue dominante. Les fossés, parfois remplis d'eau, rendèrent ces béliers presque inutiles. Les assaillants devaient d'abord franchir la barrière extérieure, puis traverser un terrain mortel sous une pluie de flèches, avant d'atteindre le mur principal. Et s'ils y parvenaient, les tours permettaient aux défenseurs de déverser des projectiles d'en haut, transformant le passage en piège. C'était presque comme une chorégraphie de destruction, mais dont la musique appartenait entièrement à la ville. Pendant des siècles, des Huns aux Avars, des Perses aux Bulgares, les murailles théodosiennes résistèrent. Elles n'étaient pas invincibles, bien sûr. Parfois, des fissures apparaissaient sous la pression, mais elles offraient toujours aux défenseurs une chance de survivre, transformant des conquêtes promises en cauchemars prolongés. Sans ces murs, l'Empire byzantin se serait probablement effondré des siècles plus tôt, et son histoire aurait été écrite par ses conquérants. Ces murs façonnèrent aussi l'esprit des Byzantins. Les citoyens croyaient en l'invincibilité de leur cité. Savoir que même les pires ennemis peinaient à franchir ces fortifications leur donnait la confiance d'innover, de commercer, de bâtir. Les murs ne protégeaient pas seulement des vies, ils protégeaient une civilisation. Grâce à eux, Constantinople devint un centre de richesse, de foi et de pouvoir pour des générations. Ce qui est fascinant, c'est que ces murailles inspirèrent bien au-delà des cercles militaires. Des généraux rédigèrent des traités, des empereurs envoyèrent des émissaires, et même les ennemis admirèrent leur génie. Leur histoire n'était pas seulement celle d'une défense, c'était aussi celle de la psychologie. Une ville bien fortifiée pouvait intimider avant même le premier tir. Siège après siège, ces murs enseignèrent la patience, l'ingéniosité et la persévérance. Des leçons que les fortifications européennes tentèrent, souvent sans succès, de reproduire. Au fil du temps, les murailles firent défiler des empereurs, des tremblements de terre, des réparations et des renaissances. Mais toujours, elles se relevaient, gardiennes silencieuses d'une cité refusant de tomber. Même l'arrivée de la poudre et des canons, changeant à jamais l'art du siège, ne put effacer leur héritage. Elles restèrent un symbole de résistance que le monde entier ne pouvait ignorer. En fin de compte, l'histoire de ces murs n'est pas seulement celle de la pierre et du mortier. C'est celle d'une vision, d'une détermination et d'un empire refusant de plier devant le destin. Pendant des siècles, elles ont défini ce qu'une forteresse pouvait être, inflexible, impressionnante et terriblement efficace. Et aujourd'hui encore, bien après que Constantinople soit devenue Istanbul, les fragments qui subsistent nous rappellent qu'une architecture peut parfois bâtir bien plus qu'une ville, elle peut bâtir une légende. Car comprendre ces murailles, ce n'est pas seulement lire une carte, c'est réaliser qu'elles ont tenu ensemble une civilisation. Les murailles théodosiennes n'ont pas seulement défendu une cité, elles ont protégé une culture, des rêves, et le temps nécessaire à un empire pour écrire sa fabuleuse histoire. Et cette histoire, vous le verrez, ne s'arrête pas au mur, elle devient seulement plus vaste et plus extraordinaire. Les secrets de Théodora,
Comment une courtisane a dirigé un empereur. L'histoire de Théodora n'a rien d'un conte de fées comme on en lit dans les livres d'histoire dorée. Elle n'est pas née dans la soie et l'or, et elle n'a pas grandi en apprenant à commander des armées ou à rédiger des lois. C'était une artiste, une courtisane, une femme qui avait appris très tôt le pouvoir de l'attention, du charme et de la persuasion dans les théâtres enfumés de Constantinople. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle s'est retrouvée non seulement aux côtés d'un empereur, mais à diriger le cours d'un empire. Comment est-ce possible? C'est le genre de retournement qui te fait comprendre à quel point le pouvoir peut être fragile. Commençons par son enfance, un sujet que beaucoup préfèrent éviter. Théodora a grandi dans la pauvreté. La mort de son père laissa sa mère démunie, et les options pour une fille comme elle étaient, disons, très limitées. Mais elle était intelligente, observatrice, et avait cette présence qu'on ne pouvait ignorer. Même sur scène, elle savait lire une foule, transformer un rire en avantage et se rendre indispensable. Ses leçons, elle les emporta avec elle jusqu'au palais impérial, un destin qui, à l'époque, semblait pourtant impensable. Puis vient le tournant que l'histoire n'oublie jamais. Théodora ne fit pas que séduire Justinien, elle le captivait. Et ce n'était pas une simple passion passagère. Justinien, lui-même ambitieux et calculateur, trouva en elle quelqu'un qui partageait sa soif de pouvoir et sa vision pour Byzance. Elle n'était pas seulement une épouse, mais une véritable conseillère. Certains historiens murmurent même qu'elle sauva l'Empire à plusieurs reprises, le guidant à travers des crises qui auraient pu renverser n'importe quel souverain. Et elle le fit avec élégance, esprit et autorité. Personne n'osait la contredire, du moins pas ouvertement. Ce qui rendait Théodora si redoutable, dans le meilleur sens du terme, c'est qu'elle n'avait aucun titre noble pour la protéger, aucune famille aristocratique pour la couvrir. Cela lui donnait une liberté rare, celle d'agir audacieusement, de parler franchement, de décider là où d'autres n'auraient pas osé. Lorsque éclatèrent les émeutes de Nika, un soulèvement gigantesque menaçant de réduire Constantinople en cendres, Justinien hésita. C'est alors qu'elle intervint, ferme et intrépide, lui rappelant que fuir, c'était pour les faibles et pour les empires destinés à disparaître. Sa détermination sauva sans doute son trône et la ville elle-même. Plus tard, lorsqu'il fallut façonner des lois, son influence fut subtile mais décisive. Elle poussa à des réformes sociales, à des protections pour les femmes et à des politiques inspirées par sa compréhension des gens ordinaires, même si elle vivait désormais dans le luxe impérial. Et voici la partie qui surprend souvent. Son pouvoir ne se voyait pas. Elle n'entrait pas en criant dans les réunions du conseil. Elle murmurait, suggérait, influençait. Elle savait créer des alliances, gagner la loyauté des conseillers et des généraux. Souvent, les gens ne réalisaient qu'ils suivaient sa volonté qu'une fois les décisions déjà prises. C'est une forme de contrôle que bien des dirigeants envieraient, intime, invisible et terriblement efficace. Bien sûr, les rumeurs allèrent du bon train, histoire de manipulation, de séduction, voire de cruauté. Et oui, elle eut ses détracteurs, comme tous ceux qui détiennent trop de pouvoir. Mais si l'on met de côté les légendes, ce qu'il reste est incroyable. Une femme partie de rien, qui façonna le destin de l'un des plus grands empires de l'histoire. Elle marcha sur la ligne fine entre scandale et souveraineté, entre divertissement et empire, avec une assurance que peu, hommes ou femmes, ont jamais possédée. À la fin de sa vie, Théodora ne fut plus seulement l'épouse de Justinien. Elle fut reconnue comme une force à part entière, capable d'infléchir le destin d'un empire. Elle laissa sa marque sur Constantinople, sur le droit byzantin et sur la place des femmes dans le pouvoir bien au-delà de son époque. Et quand on regarde aujourd'hui les mosaïques du palais encore debout, on peut presque croiser son regard, perçant, sûr, impérieux, non pas à côté de l'empereur, mais subtilement en train de guider le destin d'une civilisation entière. Le pouvoir ne rugit pas toujours. Parfois, il murmure à la bonne oreille, au bon moment, et l'histoire écoute. C'était là le véritable don de Théodora. Sainte Sophie, l'église qui a ébloui le monde. Il existe un bâtiment qui ne se contente pas d'attirer l'attention. Il suspend littéralement le temps. Au cœur de ce qui fut autrefois Constantinople, Sainte Sophie n'est pas qu'une église. C'est une déclaration audacieuse prouvant que l'être humain peut tendre vers le ciel et presque le toucher. Mais elle n'a pas été bâtie seulement pour être belle. Elle a été conçue pour impressionner, intimider et changer à jamais la façon dont on concevait l'architecture et le pouvoir. À cette époque,
La ville comptait déjà de magnifiques monuments. Mais Justinien voulait quelque chose de différent, quelque chose d'aussi extraordinaire que quiconque y entrant se sente petit, humble, presque sans souffle. Il ne voulait pas seulement une église, il voulait un symbole. Et ainsi, au milieu du VIe siècle, après un plan ambitieux et à peine 6 années de construction frénétique, Sainte-Sophie s'éleva tel un joyau scintillant au centre de la cité. Son nom signifie « Sainte Sagesse », et lorsqu'on franchit ses portes, on comprend pourquoi. Son immense coupole centrale semble flotter dans les airs, soutenue par des forces invisibles, tandis que la lumière pénètre à travers des centaines de fenêtres. On a presque l'impression que le ciel lui-même est descendu sur la terre. Mais faisons une pause. Ce n'était pas seulement une prouesse d'ingénierie, c'était un message. Justinien voulait que tout le monde, ses citoyens, les dignitaires étrangers, même les espions, comprennent que Constantinople n'était pas seulement une capitale politique. C'était le cœur spirituel de l'Empire. En entrant dans ces lieux, on n'était pas seulement infidèle, on devenait témoin de la puissance, de l'ambition et du raffinement du monde byzantin. Voilà pourquoi Sainte-Sophie a laissé tout le monde sans voix. Elle n'était pas seulement belle, elle était écrasante, presque intimidante dans sa perfection. À l'intérieur, les mosaïques racontaient des histoires de foi, de pouvoir et d'empire. L'or étincelait à travers des motifs complexes, des saints et des empereurs fixaient les visiteurs du haut des murs, et l'espace semblait vivant. Mais le génie ne se limitait pas à la décoration. Sainte-Sophie était aussi une révolution technique. Les ingénieurs avaient imaginé des procédés totalement nouveaux pour soutenir l'immense coupole, inventant des manières de répartir le poids qui inspireront les architectes pendant des siècles. En un sens, c'était un véritable laboratoire d'ingéniosité humaine, un témoignage de ce que la vision et le savoir-faire peuvent accomplir ensemble. Pourtant, l'histoire de l'Église ne parle pas seulement d'émerveillement, elle parle aussi de survie. Au fil des siècles, des tremblements de terre ont secoué Constantinople, des incendies l'ont ravagée, et malgré tout, Sainte-Sophie s'est relevée, restaurée encore et encore. Née église chrétienne, elle est devenue mosquée après la conquête ottomane, puis musée. Chaque époque a ajouté de nouvelles couches d'histoire et de signification, prouvant que Sainte-Sophie n'était pas simplement un bâtiment. C'était une part vivante de l'âme de la ville. Et voici un petit secret. Cette église n'a pas été bâtie isolément. Elle reflétait les ambitions d'un empire à son apogée, tout comme Constantinople elle-même, dont nous avons parlé plus tôt. Sa splendeur était le miroir du pouvoir politique et culturel de l'empire. Et tout comme la ville a survécu aux invasions, Sainte-Sophie a résisté aux tremblements de terre et aux conquérants, symbole éternel de résilience et d'ingéniosité. Il est facile de se laisser envoûter par la beauté et d'oublier les histoires humaines derrière elle. Pensez aux milliers d'ouvriers qui ont travaillé sous le soleil, aux ingénieurs et architectes qui débattèrent des angles et des soutiens, aux empereurs qui marchaient nerveusement, craignant de ne pas voir leurs rêves aboutir avant leur mort. Chaque pierre, chaque mosaïque, chaque rayon de lumière est le fruit de l'ambition, de la tension et d'un savoir-faire exceptionnel. Voilà pourquoi, encore aujourd'hui, les visiteurs sortent de Sainte-Sophie bouleversés et inspirés. Ce n'est pas qu'un monument, c'est la preuve de ce que l'humanité peut imaginer et accomplir. Sainte-Sophie a défié le monde. Elle posait, presque avec audace, une question. Jusqu'où une ville peut-elle être grandiose? Jusqu'où un empire peut-il aller? Jusqu'où les humains peuvent-ils s'approcher du divin? Et même si les siècles ont transformé son rôle, l'admiration qu'elle inspire ne s'est jamais éteinte. Les gens s'y arrêtent encore, bouche entr'ouverte, cœur battant, réalisant que la beauté, le pouvoir et l'ambition peuvent se combiner pour créer quelque chose d'éternel. Alors, la prochaine fois qu'on vous parle de Constantinople, souvenez-vous, ses murailles étaient puissantes, son peuple résistant, mais Sainte-Sophie en était l'âme, une merveille impossible, éblouissante et audacieuse qui a stupéfié le monde et continue de murmurer les histoires de la foi, de l'ambition et du génie humain. Le Code Justinien, des lois qui ont façonné la civilisation et asservi les femmes. Imaginez un ensemble de lois si puissant qu'il ne gouvernait pas seulement une ville ou un empire, mais influençait presque tous les systèmes juridiques qui ont suivi. Et pourtant, cachées entre ces lignes, se trouvaient des règles si strictes, si choquantes, qu'elles pouvaient contrôler chaque aspect de la vie, surtout celle des femmes. Bienvenue dans le monde du Code Justinien, un chef-d'œuvre juridique aussi brillant que brutal. Tout commence avec Justinien, l'empereur dont les rêves dépassaient tout ce qu'on avait vu avant lui. Il ne se contentait pas d'exercer le pouvoir,
Il voulait l'organiser, le codifier et laisser une empreinte qui traverserait les siècles. Son empire était vaste, un patchwork de coutumes locales, d'anciennes lois romaines et de décisions contradictoires rendant la gouvernance chaotique. Imaginez une ville où chaque quartier a ses propres règles, où un simple différend peut être tranché de 10 façons selon le juge. Un vrai casse-tête, non? Justinien le voyait, et il a décidé d'y mettre de l'ordre. Il a donc réuni une équipe de savants, de juristes et de philosophes, pour passer au peigne fin les lois de l'ancien empire romain. Leur mission, tout réécrire, éliminer les contradictions, clarifier les sanctions et créer un seul code unifié. Ce fut un travail colossal. Pendant des années, ils ont organisé, débattu et codifié des règles sur la propriété, les contrats, la famille et les crimes. Le résultat, achevé en l'an 530, fut le Corpus Juris Civilis, ce que nous appelons aujourd'hui le Code justinien. Élégant, précis et incroyablement complet. Et voici ce qui le rend fascinant. Ce n'était pas une simple collection de lois abstraites. Il façonnait la vie quotidienne. Il déterminait comment rédiger un contrat, comment transmettre un héritage, comment punir un crime, et même comment l'empereur exerçait son autorité. Des générations entières de juristes, de rois et de législateurs allaient s'en inspirer. Des nations entières en Europe bâtiraient leur système juridique sur cette base. En ce sens, son code a véritablement façonné la civilisation, devenant la colonne vertébrale de la loi pendant des siècles. Mais, et voici le revers sombre, le code consolidait aussi le pouvoir d'une manière impitoyable, surtout envers les femmes. Il renforçait l'autorité masculine, limitant la capacité des femmes à posséder des biens, à signer des contrats ou à contester des décisions familiales. Dans certains cas, leurs droits disparaissaient presque totalement. Mariage, dot, héritage, tout était strictement encadré, et les sanctions pour celles qui enfreignaient ces règles pouvaient être sévères. Difficile de ne pas remarquer le paradoxe. Un système juridique admiré pour sa clarté et son intelligence, mais qui pouvait asservir les femmes au nom de l'ordre et de la tradition. Et pourtant, c'est précisément cette dualité qui explique sa longévité. Justinien voulait la stabilité, le contrôle et la postérité, et il a obtenu les trois. Le code a rendu l'administration plus efficace, réduit les conflits et donné à l'empereur un cadre clair pour exercer son autorité. Mais ce même cadre a aussi figé les hiérarchies sociales, contrôlé la vie privée et dicté la morale. La loi devenait un instrument de pouvoir, et le pouvoir, comme toujours, avait un prix. Ce code est d'ailleurs étroitement lié à d'autres aspects de l'œuvre de Justinien. Tout comme dans ses projets architecturaux, comme Sainte-Sophie, on retrouve cette même volonté d'ordre, de durée et de contrôle. Qu'il s'agisse de bâtir des murs, des églises ou des lois, Justinien voyait tout comme un seul grand projet, inscrire son nom dans l'histoire. À peine achevé, le code justinien commença à transformer la société, influençant les tribunaux, les familles et les dirigeants bien au-delà de Constantinople. Il allait façonner le droit européen pendant des siècles, des cours médiévales jusqu'aux lois modernes. Et pourtant, une question demeure. À quel prix? Sa grandeur est indiscutable, mais son contrôle rigide, notamment sur les femmes, nous rappelle que les lois ne sont jamais neutres. Elles sont des outils de pouvoir, capables à la fois de créer et d'opprimer. Le Code justinien est une histoire d'ambition, d'intelligence et d'autorité, un rappel que même les plus grandes réalisations peuvent porter leur part d'ombre. Il a donné à l'Empire sa structure, à la civilisation sa base juridique, et aux historiens matière à réflexion sans fin. Peut-être est-ce là sa véritable leçon. La loi façonne les gens, mais les gens façonnent aussi la loi. Justinien a façonné un empire, codifié une civilisation, et en le faisant, a laissé un paradoxe qui continue de nous fasciner, de nous inspirer et de nous avertir encore aujourd'hui. Iconoclaste contre croyant, quand la fureur religieuse déchira une nation, Byzance n'était pas seulement un empire de soldats, de palais et de grandes lois. C'était un lieu où la foi pouvait enflammer les esprits comme une étincelle dans une poudrière. Et jamais cela ne fut plus explosif que durant la controverse iconoclaste, une période où le débat sur les images religieuses ne se limita pas aux mots. Il déchira des communautés, des familles et même des empereurs. Ce n'était pas une tranquille discussion théologique, mais un mélange d'obsession, de conviction et de violence qui changea l'Empire à jamais. Les ennuis commencèrent au 8e siècle, quand plusieurs empereurs devinrent de plus en plus inquiets du rôle des images religieuses, les icônes, dans la vie byzantine.
Certains affirmaient que les adorés revenaient dangereusement à commettre de l'idolâtrie, trahissant la véritable foi chrétienne. Ils se firent appeler les iconoclastes, littéralement briseurs d'images, et leur mission était radicale: enlever les icônes des églises, des maisons et des lieux publics pour purifier la foi. Pour eux, il ne s'agissait pas d'esthétique, mais de salut ou de damnation. Mais, comme on peut l'imaginer, tout le monde n'était pas d'accord. Les iconodoules, les partisans de la vénération des icônes, voyaient ces images sacrées comme bien plus que de simples décorations. C'étaient des liens vers le divin, des rappels des saints, du Christ et des histoires saintes qui guidaient et réconfortaient les fidèles. Pour eux, détruire les icônes était une profanation, une attaque contre l'âme même de Byzance. Imaginez la tension, des voisins, des amis, parfois des frères et sœurs, opposés les uns aux autres, chacun convaincu d'agir selon la volonté de Dieu et de sauver l'Empire. Et cette tension ne resta pas confinée au foyer. Les empereurs s'en mêlèrent, imposant des décrets, punissant les dissidents, oscillant entre soutien aux iconoclastes et aux iconodoules selon les alliances, la politique ou leurs convictions personnelles. Les églises furent dépouillées, les mosaïques brisées, des œuvres d'art inestimables disparurent sous le poids des ordres impériaux. Des moines, des religieuses et de simples croyants furent exilés, emprisonnés, parfois exécutés. Les villes devinrent des champs de bataille, non pas d'épée, mais de foi, de discours et de propagande. Des gens risquaient tout, littéralement, pour une image. Il est fascinant de voir à quel point ce conflit était lié à la politique. Le mouvement iconoclaste gagna du terrain en partie parce que les empereurs byzantins voulaient affirmer leur autorité sur une hiérarchie ecclésiastique trop puissante et limiter l'influence grandissante des monastères. Pourtant, chaque tentative d'imposer l'iconoclasme alimentait la révolte. Quand la population, le clergé ou même les gouverneurs locaux résistaient, l'Empire faisait face à des émeutes, des soulèvements, voire des guerres civiles. Le pouvoir, la foi et l'identité étaient inséparables, et un désaccord sur une peinture pouvait devenir une crise nationale. Pendant ce temps, la controverse dépassait les frontières de Byzance. Les relations avec l'Église d'Occident, favorables aux icônes, devinrent tendues. La diplomatie, les alliances et les débats théologiques à travers la Méditerranée furent marqués par ce conflit interne. Ce n'était pas une simple querelle locale, c'était une épreuve pour l'autorité, la culture et la définition même du christianisme dans un monde encore marqué par des siècles de bouleversements. Finalement, après des décennies d'agitation, le culte des icônes fut restauré, souvent lors de cérémonies somptueuses célébrant la victoire des fidèles. Mais les cicatrices demeurèrent. Les communautés étaient divisées, la confiance brisée, et une génération entière avait grandi dans la méfiance et la ferveur religieuse. La controverse iconoclaste laissa une trace non seulement sur les églises et l'art, mais aussi sur l'esprit de l'Empire, révélant à quel point la foi et la politique étaient étroitement liées à Byzance. Et voici l'ironie. Même en triomphant, les iconodoules héritèrent d'un lourd passé de violence et de division. L'Empire avait survécu, les images étaient revenues, les églises refleurissaient, mais la leçon restait amère. Le pouvoir, la croyance et la passion humaine sont une combinaison explosive, et même les idéaux les plus sacrés peuvent devenir des armes. Alors, quand vous pensez à Byzance, n'imaginez pas seulement ces mosaïques et ces dômes dorés. Souvenez-vous aussi de la fureur, de la tension et de la dévotion capable de déchirer une nation. Le combat entre les iconoclastes et les croyants ne portait pas seulement sur la beauté ou la tradition, il s'agissait d'identité, d'autorité et de ce que les gens étaient prêts à risquer, voire à mourir pour défendre. Les conséquences de cette lutte résonnèrent pendant des générations, façonnant une société qui apprit, parfois douloureusement, que la foi et la fureur pouvaient marcher main dans la main. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment la puissance militaire, la ruse et parfois la trahison de Byzance servirent de scène à un empire qui devait défendre à la fois sa foi et son territoire. Car les conflits religieux n'étaient pas le seul défi que les successeurs de Justinien allaient affronter. Les batailles byzantines, génie tactique, trahison et sang dans les rues. La guerre à Byzance, ce n'était pas juste des armées qui s'affrontaient en plein champ. Oublie les grandes batailles de cinéma. Ici, la stratégie était un art mortel, la tromperie une arme, et parfois, le sourire d'un allié pouvait être plus dangereux que l'épée de l'ennemi. Dès que le conflit commençait, les rues, les murailles et même les couloirs du pouvoir se transformaient en théâtre de drame, où la vie et la mort se jouaient.
des scènes capables de renverser des empereurs ou d'en faire des légendes. Regarde l'armée byzantine elle-même. Contrairement à la force brute de beaucoup de royaumes voisins, Byzance misait sur l'intelligence plutôt que sur la puissance. Les généraux n'étaient pas seulement des commandants, c'étaient des maîtres d'échecs, anticipant plusieurs coups à l'avance, utilisant souvent la ruse pour déjouer des adversaires mieux équipés ou plus nombreux. L'une de leurs inventions les plus célèbres fut le feu grégeois, une arme qui brûlait même sur l'eau, transformant les navires ennemis en brasiers flottants. On peut presque entendre les cris, sentir la panique sur les flots et imaginer la terreur de ceux qui osaient affronter la flotte byzantine. Mais le feu grégeois n'était pas seulement une arme, c'était un choc psychologique. Les ennemis savaient qu'affronter Byzance, c'était souvent combattre quelque chose d'incompréhensible, presque surnaturel. Mais le génie sur le champ de bataille ne garantissait pas la sécurité. La trahison allait aussi loin que la loyauté. Les alliés changeaient de camp, les généraux conspiraient contre les empereurs, et parfois, une bataille était perdue avant même qu'une flèche ne soit tirée, à cause de simples murmures dans les couloirs du palais. L'empereur et ses commandants devaient rester sur leur garde, car à Byzance, la trahison pouvait être aussi mortelle qu'une armée ennemie. Quant aux guerres civiles, elles étaient impitoyables, des villes dévastées, des familles déracinées, et parfois les rues de Constantinople elles-mêmes baignaient dans le sang des factions qui se disputèrent le trône. Chaque victoire devait être défendue non seulement contre des ennemis extérieurs, mais aussi contre ceux de l'intérieur, tapis dans l'ombre, guettant le moment de frapper. Les tactiques, elles aussi, étaient fascinantes. Les Byzantins excellaient dans l'art du siège, comprenant qu'une ville pouvait être aussi redoutable qu'une armée. Ils étudiaient les fortifications dans les moindres détails, coupaient les lignes d'approvisionnement et utilisaient souvent la guerre psychologique. Parfois, ils feignaient la retraite pour attirer l'ennemi dans un piège. D'autres fois, ils soudoyèrent des soldats pour qu'ils trahissent leur propre chef en pleine bataille. Pour les Byzantins, la guerre n'était pas une question de bravoure, mais de ruse, de patience et de connaissance des faiblesses humaines. La victoire dépendait autant de la stratégie que de la compréhension des peurs, de la cupidité et de l'orgueil de l'adversaire. Et pendant que les généraux tracèrent des plans sur des cartes, les simples soldats vivaient une autre réalité. Le sang, la sueur, la maladie, l'épuisement. Les rues devenaient des champs de bataille, réels et symboliques, où survivre tenait parfois du miracle. En lisant les récits de ces combats, on imagine presque l'odeur du sang et de la boue, les hurlements des blessés, le fracas des chevaux lancés à toute allure dans les ruelles étroites. C'était le chaos, sculpté en stratégie. Mais tout n'était pas sombre. Une victoire pouvait transformer un chef en héros immortel, célébré dans les chants, les mosaïques et les légendes pendant des siècles. Certaines batailles sauvèrent des frontières, protégèrent les routes commerciales, ou empêchèrent la destruction de la capitale. Pour Byzance, la guerre n'était jamais seulement une affaire de force brute, c'était un art, un spectacle, une intelligence mortelle. Et les échos de ces combats ne s'arrêtaient pas avec les armes, ils façonnaient la diplomatie, la politique, et même cette culture mêlée de peur et de respect qui régnait à Constantinople. Les batailles byzantines rappellent que la guerre peut être une forme d'art, mais peinte dans le sang. Les tactiques de génie, les trahisons soudaines, le courage face à l'imprévu. Tout cela forgea l'histoire de l'Empire autant que ses lois ou ses empereurs. Chaque affrontement testait non seulement la force des soldats, mais aussi l'esprit humain, son ambition, sa ruse et sa résistance. Et comme on le verra plus tard, les conséquences de ces batailles, certaines gagnées, d'autres perdues, résonnèrent à travers les siècles, posant les fondations des triomphes et des tragédies qui allaient définir l'héritage byzantin. Au fond, les batailles ne se jouaient pas seulement sur les champs ou dans les rues, elles se jouaient dans les esprits, dans les alliances, dans ces décisions qui faisaient basculer la vie et la mort en un instant. Voilà le cœur brutal, fascinant et palpitant de la guerre byzantine. Richesse et corruption. La vie scintillante et dangereuse de Constantinople entre dans Constantinople à son apogée, et tu en auras presque le vertige. Les rues brillaient d'or, de soie venue d'Orient, et du parfum des épices ayant traversé la moitié du monde connu. Les marchands criaient leurs prix dans une douzaine de langues, les ports débordèrent de navires, et la ville vibrait d'une richesse si immense qu'elle en donnait le tournis aux visiteurs. Mais derrière cette façade étincelante se cachait un autre visage, un monde d'ambition, d'avidité et de trahison aussi fréquent que le son des pièces qui tintaient sur les marchés.
Constantinople n'était pas seulement riche, elle était le cœur du commerce entre l'Orient et l'Occident. Soie de Chine, parfums d'Arabie, fourrures du Nord, tout passait par ses ports, apportant aux marchands et aux empereurs des fortunes inimaginables. Chaque coin de la ville reflétait cette opulence, des palais étincelants, des églises couvertes de mosaïques d'or, et des citoyens qui, s'ils en avaient sous les moyens, vivaient dans un luxe dont le reste de l'Europe ne pouvait que rêver. Mais avec la richesse venait la tentation, et parfois la tentation tuait. Le pouvoir à Constantinople était aussi éclatant que ses marchés. Nobles et fonctionnaires se disputaient la faveur impériale, jouant de la corruption, des alliances et de la manipulation pour grimper plus haut. Parfois, cela passait par une influence directe sur l'empereur, d'autres fois par des coups bas dans l'ombre. L'intrigue politique y était un sport, et le moindre faux pas pouvait être fatal. Un mot de travers, une rumeur bien placée, un document falsifié, et c'en était fini. La prison, l'exil ou pire. La richesse de la ville ne remplissait pas seulement les coffres, elle alimentait un climat de danger permanent, où ambition et trahison marchaient main dans la main. Et pour le citoyen ordinaire, la vie n'était pas toujours dorée. Pour chaque marchand ou noble couvert d'or, des milliers de travailleurs, de dockers, de serviteurs luttaient pour survivre. L'abondance rendait parfois les inégalités criantes. Derrière les fêtes et les marchés brillants, les émeutes éclataient quand les impôts devenaient insupportables ou que le blé venait à manquer. La splendeur visible cachait souvent une misère silencieuse. L'Église, elle aussi, jouait un rôle majeur dans cet équilibre fragile. Les riches mécènes couvraient-ils les églises de dons, mosaïques, dômes, trésors sacrés. Mais ces offrandes n'étaient pas toujours des élans de foi. C'étaient souvent des gestes politiques. Offrir à Dieu, c'était aussi s'assurer du prestige, de l'influence, voire de la faveur impériale. À Constantinople, foi, argent et pouvoir étaient étroitement liés, et la corruption se drapait parfois dans les abysses de la piété. Le commerce, enfin, attirait tout le monde, y compris les espions. Ambassadeurs, marchands étrangers, diplomates ou aventuriers se mêlaient à l'élite locale, chacun cherchant à tirer profit de la fortune de la ville. Les accords se faisaient à voix basse, les alliances se créaient et se brisaient du jour au lendemain, et les fortunes changeaient aussi vite que les marées. À Constantinople, être riche ne signifiait pas seulement vivre dans le luxe, c'était savoir survivre dans un monde où chaque pièce d'or avait un prix caché. Et pourtant, malgré tous ces dangers, la ville exerçait une fascination irrésistible. Les gens affluaient de tout l'Empire, et bien au-delà, à la recherche de richesses, d'opportunités, ou simplement pour contempler sa splendeur. Les marchés ne dormaient jamais, les ports ne cessaient d'accueillir des navires, et les récits de fortune et de ruines circulèrent plus vite que le vent. C'était une cité qui promettait tout, mais qui pouvait aussi tout reprendre. Même les empereurs n'étaient pas à l'abri. Ils commandèrent des armées, contrôlèrent le commerce, régnaient sur un empire, mais la corruption, les pots de vin et les trahisons limitaient leur pouvoir. Chaque décision pouvait déclencher une réaction en chaîne, chaque erreur pouvait être fatale. À Constantinople, la gloire et le danger ne faisaient qu'un. Ainsi, derrière l'or, la soie et les épices, la vraie histoire de Constantinople était bien plus complexe. Sous l'éclat se cachait un réseau d'ambition, de corruption et de risques calculés qui maintenaient la ville en vie pendant des siècles. Sa richesse attirait le monde, mais semait aussi la discorde et la jalousie qui façonneraient l'Empire pour des générations. Au fond, Constantinople n'était pas seulement une ville de richesse, c'était une ville de survie. Pour y prospérer, il fallait savoir naviguer entre la lumière et l'ombre, la séduction et la ruse, la fortune et le péril. Et peut-être reste cela qui explique sa longévité. Ce n'était ni ses murs ni son or qui la protégeaient, mais ses habitants, capables de danser sur le fil du rasoir entre triomphes éblouissants et chutes fatales. La trahison des croisés. Quand les chevaliers d'Occident se sont retournés contre Byzance, Byzance avait survécu à des siècles d'invasion, de peste et de chaos intérieur, mais rien ne fut plus douloureux qu'une trahison venue de ceux qu'elle croyait être ses alliés. Imaginez ouvrir vos portes à des chrétiens, des chevaliers jurant de défendre la foi, pour les voir ensuite tourner leurs épées contre vous. Ce moment ne fut pas seulement un désastre politique, ce fut une blessure profonde à l'orgueil, à la foi et à l'âme même de Constantinople. Voici l'histoire de la façon dont la confiance, la cupidité et l'ambition se sont entremêlées pour briser les illusions d'un empire. Tout commença avec l'appel à la 4e croisade à la fin du XIIe siècle.
l'Europe occidentale débordait de chevaliers impatients de reprendre la Terre Sainte aux musulmans. Sur le papier, c'était une mission commune, des chrétiens unis sous une même cause. Mais, comme souvent, l'ambition humaine, l'argent et la politique vinrent tout compliquer. Venise, la puissance maritime qui contrôlait le transport, y vit une occasion de tirer profit de la situation, tandis que certains croisés cherchèrent davantage le butin que le salut. Byzance, à la fois stratégiquement cruciale et politiquement fragile, devint une cible toute trouvée. Lorsque les croisés arrivèrent près de Constantinople, la situation était déjà tendue. La ville était d'une richesse inimaginable, ses marchés débordant d'or, de soie et d'épices. Politiquement, elle était affaiblie par des luttes de succession, la rendant vulnérable à la manipulation. Les croisés se présentèrent d'abord comme des alliés, promettant aide et protection. Mais rapidement, les négociations se transformèrent en chantage, en dettes et en exigences qu'aucun empire ne pouvait ignorer sans en payer le prix. Venise imposa sa puissance navale, les chevaliers réclamèrent donc des concessions, et les Byzantins se retrouvèrent pris au piège d'un jeu qu'ils n'avaient pas choisi. Puis survint le tournant fatal. Au lieu de marcher vers la Terre Sainte, les croisés détournèrent leurs forces contre Constantinople elle-même. Ils assiégèrent la ville, la prirent d'assaut et la pillèrent avec une brutalité qui choqua même les plus aguerris de ses défenseurs. Les églises furent dépouillées, les maisons pillées, et des reliques inestimables disparurent pour être vendues en Europe de l'Ouest. Ce n'était plus une guerre sainte, mais une trahison à ciel ouvert, de celles qui laissent une cicatrice dans l'histoire. Pendant des siècles, les Byzantins avaient protégé leur cité contre les envahisseurs, et voilà que leurs soi-disant frères d'armes devenaient leurs bourreaux. Le choc psychologique fut immense. La confiance envers l'Occident s'effondra, et le sentiment de sécurité de l'Empire vola en éclats. Les dirigeants, qui croyaient encore à la diplomatie et aux alliances de foi, comprirent dans la douleur que ni la richesse ni la loyauté ne garantissaient de la protection. Des familles perdirent tout, des monastères furent profanés, et toute une génération grandit avec le goût amer de la trahison. Pour Constantinople, la 4e croisade ne fut pas seulement un désastre militaire, ce fut un traumatisme existentiel. La preuve que l'ambition et la cupidité pouvaient pervertir la foi et l'honneur, et pourtant, Byzance ne s'effondra pas complètement. Au milieu des ruines, l'Empire montra une fois encore sa résilience. La dynastie des Paléologues, plus tard, entreprit de reconstruire lentement ce qui avait été perdu, église, remparts, institutions. Mais la trahison laissa une marque indélébile. La méfiance, la rivalité et l'hostilité devinrent la norme dans les relations avec l'Occident. Et des siècles plus tard, le souvenir de cette perfidie continuait d'empoisonner la diplomatie et la culture byzantine. Ce qui frappe, c'est combien cette trahison reflète un schéma récurrent dans l'histoire de Byzance. Une ambition sans frein, des alliances mal calculées et le prix terrible du désir de puissance. Les rêves de Justinien de restaurer Rome, les querelles iconoclastes qui divisèrent là le peuple, et maintenant la trahison de la 4e croisade, tout cela forme un fil rouge. À Byzance, le pouvoir, la foi et la loyauté étaient toujours en équilibre instable, prêts à exploser. À la fin de la 4e croisade, Constantinople était meurtrie, mais pas anéantie. Son peuple survécut, sa culture persista, et son empire, bien que diminué, continua tant bien que mal. Mais une leçon demeura, gravée dans la mémoire collective. À Byzance, même les plus proches alliés pouvaient devenir les pires ennemis, et l'éclat de l'or suffisait parfois à aveugler les plus pieux des chevaliers. Et même si la cité se releva, la trahison des croisés resta un avertissement éternel, une ombre portée sur les luttes futures contre les Ottomans et d'autres menaces, rappelant que parfois, le plus grand danger vient non de l'extérieur, mais de ceux qui prétendent combattre à vos côtés. La 4e croisade, pilleurs, meurtres et le sac d'une capitale. Peu d'événements dans l'histoire sont aussi choquants et aussi ironiques que la 4e croisade. Voici une histoire qui commence avec des intentions saintes, mais se termine dans la trahison, le sang et la chute brutale de l'une des plus grandes cités du monde. On pourrait croire qu'une croisade lancée pour défendre la chrétienté unirait les fidèles, non? Eh bien, à Byzance, les choses prirent un tournant si sombre, si absurde, que les historiens en restent encore perplexes aujourd'hui. Tout commença avec l'appel à la croisade au début du XIIIe siècle. Les chevaliers et les soldats devaient marcher vers la Terre Sainte pour combattre les forces musulmanes. Mais l'argent, la politique et l'ambition transformèrent vite cette mission sacrée en cauchemar. Les croisés manquaient de fonds,
et les marchands vénitiens avaient leur propre plan, offrir transport et prêt, mais à un prix. Ce qui suivit fut un mélange explosif de dette, d'opportunisme et d'avidité. Les croisés se retrouvèrent détournés de leur mission, non pas par les épées ennemies, mais par les promesses et les pressions de ceux qui n'avaient rien à voir avec Jérusalem. Puis vint Constantinople. Au début, les dirigeants de la ville pensaient pouvoir négocier, peut-être même influencer les croisés à leur avantage. Mais la cité elle-même était un trésor vivant, or, argent, mosaïques, reliques, une richesse capable de faire vaciller les cœurs les plus pieux. La cupidité se mêla à la politique, et bientôt, les croisés cessèrent d'être des pèlerins, ils devinrent des envahisseurs. Le siège fut d'une brutalité inimaginable. Les murs, qui avaient résisté à des invasions pendant des siècles, furent assaillis, minés, puis franchis. Une fois à l'intérieur, ce fut le chaos total. Le pillage ne fut pas seulement toléré, il devint presque un rituel. Les trésors, les icônes religieuses, la richesse accumulée pendant des siècles furent arrachés des églises, des palais et des foyers. Les citoyens, qui voyaient autrefois ces chevaliers comme des défenseurs, les découvrirent de prédateurs. Le sang coula dans les rues, et le meurtre, la trahison et la destruction laissèrent des plaies que l'histoire n'a jamais refermées. Ce qui rend la 4e croisade encore plus terrible, c'est qu'elle ne fut pas menée par un ennemi étranger. C'étaient des chrétiens contre des chrétiens, des alliés devenus bourreaux. La ville qui incarnait la gloire de la chrétienté tomba, non sous les coups d'infidèles, mais sous ceux de frères aveuglés par la cupidité. Le choc fut immense à travers l'Europe. Constantinople, la cité éternelle, avait été saccagée par ses propres alliés. Ce coup moral brisa Byzance plus sûrement qu'une armée étrangère, ouvrant la voie à des siècles de déclin. Et pourtant, même dans cette catastrophe, des histoires de courage et de résistance virent le jour. Des citoyens cachèrent des reliques, des érudits protégèrent des manuscrits, et certains chefs tentèrent de sauver ce qui pouvait l'être. L'Empire ne disparut pas sur le champ, mais il fut transformé à jamais. La 4e croisade marqua le début d'une nouvelle ère, précaire, douloureuse et hantée. Plus tard, comme on le verra avec la survie des Paléologues et la montée des Ottomans, Byzance continuerait à lutter, blessée mais vivante, toujours hantée par ce souvenir. La leçon de la 4e croisade est brutale. Même les murs les plus solides et les villes les plus riches peuvent tomber face à l'ambition et à la trahison humaine. C'est un rappel que l'histoire n'est pas façonnée seulement par les rois ou les généraux, mais aussi par la cupidité, la ruse et les choix ordinaires de gens plongés dans des circonstances extraordinaires. Constantinople survécut, mais le souvenir de ces jours, les pillages, le sang, la perte de confiance, reste une mise en garde gravée dans chaque chapitre de l'histoire byzantine. La 4e croisade ne fut pas seulement un désastre militaire, ce fut une faillite morale. Elle prouva combien les idéaux pouvaient être dévoyés, combien la loyauté pouvait se transformer en trahison et combien vite le rêve d'une croisade sainte pouvait se muer en cauchemar de pillage et de meurtre. Et des siècles plus tard, quand on marche parmi les ruines ou que l'on contemple les mosaïques rescapées, on ressent encore le poids de cette trahison. L'écho d'un choc qui changea à jamais le destin d'un empire. La survie des Paléologues. Reconstruire un empire au bord de l'effondrement. Quand la dynastie des Paléologues arriva sur la scène byzantine, l'empire ne tenait plus qu'à un fil. L'âge d'or de Constantinople avait disparu, sa richesse s'était évanouie, et les murs autrefois invincibles qui repoussaient les envahisseurs semblaient désormais symboliques. Ils retenaient bien plus que des pierres, ils retenaient un empire entier au bord du gouffre. Les Byzantins ne cherchaient plus la gloire, ils luttaient simplement pour survivre, jour après jour, année après année. Michel VIII. Paléologue fut l'homme chargé de cette mission presque impossible. Au milieu du XIIIe siècle, l'Empire avait été brisé par l'occupation latine après la désastreuse 4e croisade. Constantinople était tombée entre des mains étrangères, et le pouvoir byzantin s'était dispersé en fragments, dans des poches de résistance et des cours exilées. La ville elle-même, jadis joyau du monde, avait été pillée, ses trésors volés, ses églises profanées. La reconquérir relevait autant du symbole que de la politique. Il s'agissait de redonner à un peuple dévasté une identité perdue. Michel fit preuve d'une habileté remarquable, alliant ruse, diplomatie et persévérance. Il savait que la force brute ne suffirait pas à relever l'Empire. Il fallait tisser des alliances avec précaution, apaiser ou tromper ses ennemis,
et pesait chaque décision pour ne pas rompre l'équilibre fragile de la survie. Sa reprise de Constantinople, en 1261, ne fut pas un assaut glorieux, mais une opération calculée, presque chirurgicale, le fruit d'années de stratégie, de négociation et d'opportunisme. Il réussit même à composer avec les puissances occidentales comme Venise et Gênes, qui convoitaient elles aussi la ville. Pour une cité qui semblait perdue à jamais, Constantinople redevenait un symbole d'espoir. Mais un espoir suspendu au bord du précipice. Sous les paléologues, la vie fut une épreuve constante d'ingéniosité. Les frontières de l'Empire s'étaient effondrées, les ressources étaient rares. Paysans, marchands et soldats devaient accomplir des miracles avec presque rien. Pourtant, Constantinople devait continuer à impressionner ses alliés, à intimider ses rivaux et à maintenir une image de grandeur pour ne pas sombrer dans le désespoir. On reconstruisait les palais et les églises avec prudence. On restaurait les mosaïques non seulement par foi, mais pour rappeler au monde que Byzance vivait encore. Chaque mur rebâti, chaque coupole réparée devenait un message. Nous sommes là, nous tenons bon et nous survivrons. Mais survivre, ce n'était pas seulement une affaire de politique ou d'architecture. L'Empire faisait face à des menaces constantes venues de l'Est, surtout de la part des Ottomans, qui grignotaient peu à peu le territoire byzantin. Les successeurs de Michel VIII durent jongler avec la diplomatie, les mariages d'alliances et les armées de mercenaires pour préserver ce qu'il restait. Les Ottomans n'étaient mais de pas seuls. Les Serbes, les Bulgares et même les croisés occidentaux guettaient les terres affaiblies de Byzance. Survivre exigeait autant de finesse dans les salles du conseil que de courage sur le champ de bataille. Les luttes internes menaçaient également cet équilibre fragile. Les familles nobles se disputaient l'influence, parfois par des révoltes ouvertes, parfois par des complots discrets. Michel VIII lui-même échappa à un attentat, preuve que le danger venait autant de l'intérieur que de l'extérieur. L'empereur devait manœuvrer entre les ambitions de sa cour, les généraux de l'armée et même le patriarche de Constantinople. La frontière entre loyauté et trahison était mince, et une seule erreur pouvait anéantir des années d'efforts. Malgré tout, la culture et la foi trouvèrent un moyen de prospérer. Les érudits, les artistes et les théologiens créèrent des œuvres imprégnées de la ténacité du peuple, souvent inspirées de la gloire passée de la cité. Les monastères et les églises devinrent des refuges du savoir, préservant des connaissances qui auraient pu disparaître à jamais. Les manuscrits, les icônes religieuses et les traités d'architecture de cette période témoignent d'une société qui, malgré le déclin, refusait d'oublier qui elle était. Constantinople, même affaiblie, restait le cœur battant de la culture byzantine, rappelant que survivre, ce n'est pas seulement défendre des murs, mais une âme. Sur le plan économique, les difficultés étaient immenses. Constantinople n'était plus la plaque tournante du commerce mondial, mais elle attirait encore les marchands de Gênes, de Venise et de Méditerranée orientale. Ces alliances commerciales étaient vitales, mais aussi risquées. Un faux pas pouvait provoquer un conflit ou un embargo ruinant la ville. Chaque accord commercial devenait un exercice d'équilibre, maintenir la prospérité sans donner trop de pouvoir à ses alliés. Les paléologues savaient que le temps jouait contre eux. Chaque succès diplomatique était fragile, chaque victoire militaire provisoire. L'Empire n'était plus qu'un équilibre précaire entre survie et effondrement. Cette tension permanente marqua toute l'époque et prépara le terrain pour le dernier chapitre de Byzance. L'histoire de la survie paléologue n'est pas celle d'une gloire retrouvée, mais d'une résistance obstinée. C'est celle d'une ville pillée, d'un empire brisé, mais d'un peuple refusant de disparaître. Ils ont reconstruit avec leurs maigres moyens, protégé ce qu'ils pouvaient et transmis des traditions qui allaient perdurer bien après la fin de l'Empire. Michel VIII et ses successeurs n'étaient pas des rêveurs, ils étaient des stratèges, des survivants, des maîtres de la patience, bâtissant un héritage fragile mais durable dans un monde prêt à les engloutir. À la fin, l'époque des paléologues ne fut pas marquée par la conquête, mais par la persévérance. La chute finale de Constantinople était encore à venir, mais la résilience de ces années-là en fut la dernière fondation. Cela prouve qu'au bord du gouffre, survivre est déjà une forme d'héroïsme. Constantinople, même affaiblie et encerclée, resta le symbole du courage byzantin et de la volonté d'un peuple qui refusa de mourir en silence. La chute de Constantinople, feu, sang et fin d'une ère. Personne à Constantinople ne croyait que la ville pouvait tomber. Pendant plus de 1000 ans, elle avait été la forteresse suprême de l'Orient,
Ses murs théodosiens repoussaient les envahisseurs, ses puissantes armées tenaient les ennemis à distance, et sa richesse éblouissait le monde. Des générations de Byzantins pensaient que leur cité était éternelle, intouchable. Et pourtant, au printemps de 1453, tout cela changea d'une manière qui allait bouleverser le monde à jamais. À cette époque, l'Empire byzantin n'était plus que l'ombre de sa gloire passée. Des siècles de peste, de guerre et de luttes internes avaient réduit son territoire à une fraction de ce qu'il avait été. Constantinople, toujours majestueuse, était désormais encerclée par un empire qui ne survivait que par miracle. Ses palais brillaient encore de mosaïques dorées, ses églises s'élevaient sous d'immenses coupoles et ses rues grouillantes de marchands, d'érudits et d'artisans donnaient une impression de prospérité. Mais sous la surface, la ville était vulnérable. Les défenses étaient épuisées, les finances asséchées, et la population usée par des décennies de sièges, de rébellions et de troubles politiques. À l'horizon, les Ottomans, menés par le sultan Mehmet II, avaient réuni une armée irrésistible. Ils apportaient avec eux des armes de siège d'un genre nouveau, notamment d'immenses canons capables de briser les murs, autrefois réputés infranchissables, et des dizaines de milliers de soldats prêts pour une conquête décisive. Mehmet, âgé d'à peine 21 ans, était un souverain d'une ambition et d'une intelligence hors du commun. Contrairement à ses prédécesseurs, il étudia Constantinople en détail, planifiant chaque étape du siège pour exercer une pression constante et semer la terreur psychologique. Les Ottomans construisirent aussi une flotte pour bloquer la ville depuis la mer, coupant toute arrivée de vivres et renforçant le sentiment d'un destin inévitable. Le siège commença dans un tonnerre d'artillerie terrifiant. Les canons, encore rares dans les guerres européennes, déchiraient les murs qui avaient résisté à tous les ennemis pendant des siècles. Les pierres s'effondraient, les tours chancelaient, et les défenseurs couraient d'un point à l'autre pour réparer les brèches tout en repoussant les assauts. L'air était saturé de fumée et de poudre, tandis que, dans les rues, régnait le chaos, des chevaux affolés, des armes qui s'entrechoquaient, et des civils fuyant les tours en flammes. Même les légendaires murs théodosiens, symboles d'invincibilité depuis plus d'un millénaire, ne purent résister à la puissance de ces nouvelles armes. À l'intérieur de la ville, la panique se mêlait au courage. Les citoyens priaient dans les églises, les familles se blottissaient ensemble, et les soldats combattaient désespérément sur chaque rempart. Les rumeurs couraient, certains parlaient d'une malédiction, d'autres soupçonnaient une trahison. Le dernier empereur, Constantin le XI, prit lui-même les armes aux côtés de son peuple, conscient que cette bataille ne concernait pas seulement la survie d'une ville, mais l'honneur d'un empire. Il mena personnellement des attaques contre les assiégeants, un acte de bravoure qui inspira ses hommes et glaça ses ennemis. Mais malgré leur courage, les défenseurs étaient dépassés en nombre et en puissance. Les Ottomans déployèrent des tactiques ingénieuses, notamment en faisant glisser leurs navires sur la terre ferme pour contourner la chaîne de fer qui barrait la Corne d'Or. Un coup de génie qui stupéfia les Byzantins. Pendant des semaines, la ville subit des bombardements constants et des assauts nocturnes. Des incendies dévastèrent des quartiers entiers, détruisant maisons, commerces et parties du port. Constantinople, qui avait survécu à tant de catastrophes, commença à s'effondrer sous la pression implacable. Le choc psychologique sur la population fut immense. Certains tentèrent de fuir, mais les routes étaient bloquées par les patrouilles ottomanes. Moines et prêtres priaient sans relâche, tandis que les chroniqueurs consignaient les événements avec une précision poignante. Les familles se cachèrent dans les caves, serrant leurs icônes et priant pour un miracle, pendant que d'autres rejoignaient les soldats pour combattre avec tout ce qu'ils pouvaient trouver. La ville devint un champ de désespoir et de résistance mêlée. Puis, le 29 mai 1453, les murs furent enfin brisés. L'empereur Constantin mourut au combat, refusant de fuir tandis que les Ottomans envahissaient toute la ville, pillant, incendiant, imposant leur domination. Les récits parlent d'horreur, des reliques sacrées détruites, des bibliothèques saccagées, des milliers de civils tués ou réduits en esclavage. Pour Byzance, ce n'était pas seulement une défaite militaire, mais la fin symbolique d'un empire qui se rattachait directement à Rome. Des siècles de culture, de religion et d'influence, patiemment conservés par la diplomatie et la stratégie, se retrouvèrent entre les mains d'une nouvelle puissance. Et pourtant, tout ne sombra pas dans le désespoir. Des survivants fuirent vers l'ouest, emportant savoir, manuscrits et traditions, des trésors intellectuels qui allaient nourrir la Renaissance. Constantinople, devenue Istanbul,
demeura un centre de pouvoir, mêlant héritage byzantin et ottoman d'une manière qui marque encore le monde aujourd'hui. La chute rappelle qu'aucun empire, même éternel en apparence, n'est à l'abri du temps, et que la fin d'une ère peut aussi être le début d'une autre. Le siège marqua aussi un tournant dans l'histoire de la guerre. L'usage des canons et de la poudre changea à jamais les règles du combat, rendant vulnérables les murailles que l'on croyait invincibles. Les stratèges européens et asiatiques étudièrent pendant des décennies les tactiques de Mehmet, comprenant que l'ingénierie et l'innovation pouvaient en surpasser la force brute. Au final, la chute de Constantinople est une histoire de feu, de sang, de courage et d'inéluctable destin. C'est le récit de murs qui n'ont pas tenu, d'hommes qui se sont battus jusqu'à leur dernier souffle, et d'un empire dont l'influence a survécu bien au-delà de son pouvoir politique. La fin de l'Empire byzantin marqua la conclusion d'un chapitre, mais l'esprit, la culture et la sagesse de Constantinople continuèrent de vivre, façonnant le monde moderne bien plus que ses derniers défenseurs n'auraient pu l'imaginer. La ville elle-même devint un pont entre l'Orient et l'Occident, un réservoir d'art, d'architecture et d'idées qui influencèrent les civilisations pendant des siècles. Des mosaïques aux dômes, des lois aux routes commerciales, la chute ne fut pas la fin de l'innovation, mais une transmission du savoir. Ce qui survécut dans l'esprit des érudits en fuite alimenta la Renaissance. Ce qui survécut dans la pierre fit d'Istanbul un joyau culturel sous les Ottomans. La chute de Constantinople nous rappelle qu'aussi puissantes et fortifiées soient-elles, les civilisations restent fragiles face au temps, à la technologie et aux ambitions humaines. Et pourtant, dans sa destruction, cette ville sema les graines d'une nouvelle ère, prouvant que même les fins peuvent porter en elles la promesse de transformation et d'héritage éternel. L'héritage secret de Byzance, comment ces secrets façonnent encore le monde moderne? Quand on pense à Byzance, on imagine souvent des palais étincelants, des dômes dorés ou des batailles épiques, et c'est vrai. Mais la véritable histoire, celle qui se glisse encore aujourd'hui dans nos vies, sans qu'on s'en rende compte, réside dans ces secrets, ces innovations et ces idées qui ont survécu à la chute de Constantinople pendant des siècles. Byzance n'était pas seulement un pont entre Rome et le monde moderne, c'était un coffre-fort de savoir, de culture et d'ingéniosité, dont l'influence continue discrètement de façonner notre monde. Prenons un exemple, la préservation du savoir. Alors que l'Europe occidentale traversait ce qu'on appelle les siècles obscurs, les érudits byzantins conservaient les textes grecs et romains, les recopiant, les étudiants, les enseignants. La philosophie, la science, la littérature et les mathématiques ne disparurent pas. Elles furent protégées dans les bibliothèques et monastères de Constantinople. Certains de ces écrits avaient été perdus en Occident depuis des générations, et sans Byzance, une grande partie du savoir antique aurait été effacée. Plus tard, à la Renaissance, ces textes retrouvés en Italie ravivèrent l'esprit d'étude et de création. Des penseurs comme Pétrarque ou Bessarion, en rapportant ces manuscrits, déclenchèrent une étincelle qui allait redéfinir l'Europe. En un sens, chaque savant qui lut Platon, Aristote ou Galien au XVe siècle se tenait sur les épaules des scribes byzantins. L'Empire tomba en 1453, mais son sang intellectuel coula encore dans les veines du monde moderne. Et il n'y avait pas que les livres. Le droit, l'administration et le gouvernement byzantin laissèrent aussi une empreinte profonde. Le code de Justinien, qui régissait l'autorité impériale et la vie quotidienne, devint la base de nombreux systèmes juridiques modernes. Les concepts de contrat, de propriété, de mariage et de procédure furent repris, étudiés et adaptés par les nations des siècles plus tard. En France, en Espagne et ailleurs, des juristes s'inspirèrent de ce modèle. Même aujourd'hui, dans bien des tribunaux, les échos du droit byzantin guident la justice sans que l'on en ait conscience. L'architecture et l'ingénierie constituent un autre héritage invisible. Les dômes, les arches et les mosaïques qui ornent les édifices modernes doivent beaucoup à Byzance. La basilique Sainte-Sophie, chef-d'œuvre de son époque, inspira aussi bien les églises européennes que les premières mosquées du Moyen-Orient. Les ingénieurs byzantins ne se contentaient pas de beauté. Ils inventèrent des techniques de construction antisismiques, des systèmes hydrauliques avancés et des briques capables de durer des siècles. Des villes comme Venise, Ravenne ou Istanbul en portent encore la trace. Même dans la religion, l'influence byzantine perdure. La tradition chrétienne orthodoxe, dans sa liturgie et son art sacré, plonge directement ses racines dans Byzance.
La Grèce, la Russie, la Serbie et d'autres pays conservent encore des rites, des chants et des styles nés à Constantinople. L'Empire diffusa aussi des œuvres d'art et des reliques dans toute l'Europe de l'Est, tissant un héritage culturel durable. Et la musique liturgique codifiée par les Byzantins continue d'être chantée dans certains monastères à ce jour. Mais peut-être que l'héritage le plus étonnant réside dans la manière subtile dont Byzance façonna la pensée politique. L'Empire survécut plus d'un millénaire grâce à son art du pouvoir, diplomatie, ruse et patience. Ses manuels stratégiques, comme le Stratégikon, enseignaient comment diriger, négocier et survivre dans un monde dangereux. Les dirigeants européens s'en inspirèrent, et bien des stratégies politiques modernes, dans la diplomatie, la guerre ou même les affaires, portent encore la marque de cette sagesse. Byzance était aussi un creuset culturel. Grecs, Romains, Perses, Slaves, Juifs, Arméniens et Arabes y coexistaient. L'Empire développa des systèmes pour gérer cette diversité. Lois de protection, fiscalité équilibrée, autonomie locale. Ces modèles résonnent encore aujourd'hui dans nos sociétés multiculturelles. Même les innovations du quotidien trouvent leurs origines là-bas. La monnaie byzantine, stable et fiable, facilita le commerce mondial. La production de soie, longtemps un secret d'État, transforma l'économie et la mode européenne. Et le légendaire feu grégeois marqua des siècles de guerre navale. Alors, quand vous admirez un dôme, consultez un code de loi ou entrez dans une bibliothèque européenne, souvenez-vous, un peu de Byzance vit encore là. L'Empire a disparu des cartes, mais pas de la mémoire du monde. Ses idées, son art et son intelligence sont tissés dans le tissu de notre quotidien. L'héritage secret de Byzance nous rappelle que l'histoire ne se résume pas aux conquêtes ni aux chutes. Elle repose aussi sur la transmission, l'adaptation et l'influence. La Renaissance, le droit moderne, l'architecture, la diplomatie, tout cela porte sa marque. Constantinople est peut-être tombé, mais son esprit continue d'éclairer notre monde, preuve que même un empire déchu peut vivre éternellement à travers ses idées.